Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes et merci de votre présence. Bien sûr, je vais remercier la Fondation Grancher, son président, sa directrice, son futur président avec lequel j'ai eu le plaisir d'échanger quelques mots, et tous autant que vous êtes ici présents. Donc nous sommes dans un service d'accueil familial avec effectivement des familles d'accueil, avec tout ce que ça implique, à la fois de générosité, de savoir-faire, c'est pas évident, d'investissement dans le temps. J'ai moi-même, quand j'étais, puisque le professeur Toublan a fait allusion à mes anciennes fonctions, j'avais dans mon service un service d'accueil familial thérapeutique, dit thérapeutique parce qu'il était financé par l'hôpital, et nous avions beaucoup développé justement ces accueils, ces visites médiatisées, voilà, et nous travaillions beaucoup là-dessus. C'est l'intérêt du placement de l'accueil familial, c'est effectivement d'offrir à chaque enfant un cadre de vie un peu analogue analogue à une famille, aussi proche que possible de ce qu'on pense être le cadre de vie dans lequel tout enfant doit pouvoir grandir, une famille. Et l'autre élément dans l'idéal, c'est la durée, puisque quand l'enfant s'y trouve bien et que les conflits s'apaisent, cet accueil familial peut durer très longtemps, voire une grande partie de l'enfance, voire toute l'enfance. Cette durée est un élément qui fait partie des bienfaits de ces accueils familiaux. Ce qui veut dire ici, puisque vous allez être à même d'accueillir des enfants pendant très longtemps, eh bien, ils vont grandir, et grandissant, ils vont arriver vers l'adolescence. Donc, Madame la directrice de la Fondation m'a sollicité pour parler de l'adolescence. Et puis elle m'a dit aussi qu'elle m'avait entendu il y a quelque temps à Paris parler aussi de la question de l'autorité. Alors elle voulait aussi que je parle de l'autorité. On va essayer. J'espère qu'on aura 2-3 jours devant nous pour pouvoir traiter tout et pouvoir aller jusqu'au fond des choses. Donc je vais être obligé bien évidemment de survoler les choses. Donc si vous avez des questions, on en parlera à la suite. Commençons par l'adolescence. On a évoqué l'aspect clinique, mais on ne va pas parler de la puberté. Bien sûr, on va me demander quand est-ce que commence l'adolescence. Bon, c'est très simple, c'est les poils. Quand il y a des poils, il y a de l'adolescence. Quand il n'y a pas de poils, il n'y a pas d'adolescence. Voilà, comme ça, c'est assez facile à repérer. On ne va pas s'encombrer de détails. Alors c'est vrai que les poils arrivent un peu plus vite chez les filles, un peu plus tard chez les garçons. 11 ans et demi, 12 ans 11 ans et demi chez les filles, 12 ans chez les garçons. Et puis après, la puberté se déclenche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'elle s'est déclenchée, elle se déroule de manière inexorable. Alors à une vitesse qui est variable d'un individu à l'autre, mais les étapes par lesquelles chaque jeune passe sont toujours identiques. Voilà. Le résultat de tout ça, c'est un changement profond dans la morphologie du corps, en particulier du visage. Le visage change, il ne faut pas l'oublier. Les mâchoires, le nez, tout ça, les fossettes, tout ça, ça change beaucoup. Et bien sûr, derrière ce changement du corps, la taille, la morphologie, il y a bien sûr l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels et la sexualisation pour arriver à la maturité sexuelle qui, en gros, est atteinte vers 15 ans et demi chez les filles et vers à peu près 6 mois plus tard chez les garçons, avec l'arrêt de la croissance qui, effectivement, tourne autour de ces âges-là. En gros, les enfants entrent au collège en étant encore des enfants. Les filles deviennent des adolescentes dans le courant de la 6e et rentrent en 5e avec déjà une puberté bien avancée. Les garçons, c'est plutôt dans le cours de la 5e, 4e que la puberté se déclenche. À la fin de la 3e, les filles ont terminé leur puberté. Les garçons, dans le courant de la seconde, peuvent encore grandir un peu. Bien entendu, ces classes, ces âges sont donnés par rapport à des enfants qui n'ont pas redoublé. Mais s'ils ont redoublé, triplé, évidemment, c'est pas la même chose. Bon, vous faites le calcul. Donc, voilà un petit peu les grands repères. Alors, effectivement, en même temps, il se passe des choses très importantes dans la tête du jeune, parce que ça bouleverse profondément, quelque chose que je redirai à plusieurs reprises, ça bouleverse profondément ce qu'on pourrait appeler une tranquillité de l'enfance. Alors, je sais bien que vous avez des enfants qui, par définition, ont vécu des traumatismes, des choses difficiles, des violences, des conflits, des carences, des abandons, etc., etc. Donc, ils n'ont pas toujours eu une enfance tranquille. Mais quand ils ont bénéficié d'un accueil familial, je dirais paisible,
vous avez cette constatation fréquente que entre, on va dire, 6-7 ans et 10-11 ans, les choses sont souvent beaucoup plus calmes et beaucoup plus faciles pour l'immense majorité des enfants. Et quand elles ne sont pas faciles à cet âge-là, c'est qu'en général, les enfants vont mal et ils ont des traits de personnalité, des troubles de personnalité relativement importants et déjà fixés. Donc c'est un indicateur de difficultés. Mais en général, les enfants, dans ce qu'on appelle cette période de tranquillité, vont plutôt pas trop mal. Et arrive la puberté, arrivent les transformations, et là, soudain, il y a une forme d'intranquillité, d'agitation dans la tête de ces jeunes qui vont les envahir. Alors il y a deux axes dans l'adolescence. Il y a ce qui se passe dans la tête de l'adolescent et il y a l'environnement. L'environnement avec traditionnellement la famille, mais là c'est la famille d'accueil et la société. Le professeur Toublanc tout à l'heure a dit les adolescents sont difficiles. Alors vous voyez, rien que déjà en disant ça, on est braqué et on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» En réalité, le problème, c'est qu'une grande partie des professionnels ont peur de l'adolescence. Alors, pas toujours des adolescents, mais ils ont peur de l'adolescence et ils attendent l'adolescence comme une catastrophe. Pour moi, l'adolescence, c'est un potentiel de réalisation de soi, c'est une ouverture vers quelque chose, c'est un élan possible, avec évidemment tout ce que ça peut impliquer en termes parfois d'erreurs, etc. J'accorde à tout adolescent, entre 12 ans et 16-17 ans, tout adolescent le droit de faire une fois ou deux des bêtises. J'entends par bêtises casser quelque chose, voler une fois, faire une tentative de suicide, enclencher un épisode de restriction alimentaire type anorexie, être dans un refus scolaire transitoire, etc. Le problème, ce n'est pas de le faire une fois. La difficulté, c'est quand les choses se répètent, persistent, et qu'elle s'associe à d'autres troubles. Répétition, persistance, association à d'autres troubles. Voilà ce que vous devez toujours avoir en tête comme critères de danger et critères et dangers de fixation dans la pathologie. M. Toublanc a eu tout à fait raison de dire que dans ce qu'on appelle banalement la crise de l'adolescence, il y a un moment de tumulte et comme le dit le mot médical, d'une crise peut sortir du bienfait, une amélioration, un nouvel état, voilà, on passe à l'âge adulte, mais peut aussi entraîner des troubles qui vont se fixer et s'aggraver. Et donc une crise peut aussi être à l'origine d'une pathologie qui va se fixer. Par exemple, on sait aujourd'hui que les troubles graves dépressifs commencent souvent à l'adolescence et si on ne les traite pas à ce moment-là, ils risquent de se fixer et de durer une grande partie de la vie. De la même manière, une tentative de suicide négligée à l'adolescence risque fort de se répéter avec souvent une aggravation ultérieure. Donc effectivement, il faut être attentif à l'adolescence, à son intranquillité, à sa souffrance potentielle, de façon à enclencher assez rapidement, si possible, un accompagnement, une attitude d'empathie compréhensive et pas tout de suite une disqualification. Ça, c'est très... je ne sais pas pourquoi tu fais cela, moi ça m'inquiète ce que tu fais, tu as peut-être des bonnes raisons de le faire, mais je crains que si tu recommences et si tu continues comme cela, ça te mettra en situation difficile. Voilà ce qu'il faudrait à chaque fois dire, plutôt que de désigner l'adolescent comme étant, je ne sais pas, pathologique ou fou, ou ceci ou cela. Voilà. Donc ce qui se passe dans la tête de l'adolescent et l'entourage, je viens de le dire, effectivement, avec cette dimension fréquente de stigmatisation. D'autant que l'adolescent va vous tester et va chercher à voir si ces liens qui se sont construits entre vous et lui sont solides ou s'ils sont friables, comme ceux, par exemple, de sa propre famille. Donc je vais très brièvement dire ce qui se passe dans la tête de l'adolescent, à très grands traits, hein, ça va être des très grands traits. Ensuite, je vais dire ce qui se passe dans les relations à ses proches, alors à ses parents. Et pour terminer, j'aborderai très ponctuellement la question de l'autorité. J'ai écrit 5 livres sur l'autorité, donc évidemment, je pourrais... Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc commençons par qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'adolescent et quels sont ces éléments de fragilité et de vulnérabilité. J'ai pour habitude de décrire 3 axes de vulnérabilité qui vont habiter l'adolescent. Ces 3 axes sont 1, l'irruption d'une excitation dans son corps et dans sa tête, excitation. 2, le deuxième axe, c'est la transformation de son image, de l'image de son corps, avec ce qu'on pourrait appeler un flottement identitaire.
Et troisièmement, c'est l'irruption de la sexualité, avec ce que sexualité implique. D'emblée, c'est la question de la dépendance au désir d'autrui. Dépendance au désir d'autrui. Donc voilà les trois axes qui vont entraîner un grand bouleversement et une grande fragilité dans la tête de l'adolescent. L'enfant, lui, il a bien sûr besoin d'une couverture le soir quand il fait froid, il a besoin d'avoir des bonnes choses dans son assiette, il a besoin de temps en temps d'avoir un câlin avec quelqu'un qui l'aime bien, mais tout cela peut lui être donné par n'importe quel adulte bienveillant à l'égard d'enfants, sans que cet adulte ne se sente entravé, empiété, envahi dans son corps. L'adolescent de 14-15 ans qui, famille d'accueil, vient se blottir contre vous et cherche à glisser sa main sur votre poitrine ou est excité sexuellement par votre présence, vous ne pouvez pas lui donner votre corps et votre relation sexuelle. L'adolescent de 13-15 ans, il vous demande quelque chose que vous ne pouvez pas lui donner. L'adolescent de 10 ans vous demande quelque chose que vous pouvez lui donner sans difficulté. Et c'est ça la difficulté relationnelle que les proches rencontrent avec les adolescents. J'approfondirai brièvement cela dans la troisième partie que j'ai évoquée tout à l'heure. Commençons par l'excitation. L'excitation, elle est dans le corps et dans la tête de l'adolescent. Elle est bien entendu en lien avec la puberté, avec la décharge hormonale, testostérone dans les deux sexes, puis rapidement plus de testostérone chez les garçons, un peu d'œstrogène chez les filles, du fait que ça arrive plutôt vers 13, 14 ans les filles, donc ça les calme un peu. Les œstrogènes ont une fonction apaisante, la testostérone ont une fonction plutôt excitante. C'est pour ça que les filles vers 13 ans, 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans sont des vraies bombes et des vraies puces. Elles sont pleines, elles ont de la testostérone, même si elles la transforment dans un second temps. Cette excitation, l'adolescent doit la tolérer. La tolérer et accepter de vivre avec. Je ne connais pas d'adolescent entre 12-13 ans et 14 ans qui, 365 jours par an, soit paisible, tranquille et bien dans son corps. L'état d'un adolescent, c'est d'être dans ce que là, couramment on appelle le mal-être. Il est dans un mal-être, ce que je préfère appeler, moi, une intranquillité. Il n'arrive pas à trouver la paix, il est intranquille. Et donc il a cette excitation, et cette excitation dans sa tête va provoquer, il va évidemment chercher à l'évacuer. Il y a deux manières face à cette excitation. Soit on tolère l'excitation, et puis on se dit, demain ça ira mieux, après-demain ça ira mieux. Tolérer l'excitation, c'est plutôt une stratégie des grands adolescents, et peut-être un peu plus des femmes, qui sont peut-être, surtout quand elles grandissent, capables d'attendre un peu. Attendre est un élément essentiel dans un nombre non négligeable de cas. Alors vous avez tout de suite remarqué que, hélas, nous sommes aussi dans une société excitée qui ne sait plus attendre. Donc de ce point de vue-là aussi, notre société ne facilite pas la tâche des adolescents, puisqu'on est dans une société dont on pourrait dire excitée, excitable et impatiente. Elle est d'une certaine manière un peu comme les adolescents. Donc attendre, mais c'est une stratégie qui n'est pas pertinente, en particulier chez les jeunes adolescents, et en particulier chez les garçons. L'autre stratégie, quand on est excité, c'est de déplacer son excitation sur quelque chose. Alors pourquoi je dis déplacer ? Parce que, au fond de cette excitation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose de l'ordre de l'excitation sexuelle, qui va envahir le corps de l'adolescent. Et bien évidemment, l'adolescent ne va pas tout de suite trouver chaussure à son pied. Toutes les enquêtes montrent d'ailleurs que les relations amoureuses et les relations sexuelles accomplies, ça sera beaucoup plus tard, à l'âge de 15-16 ans éventuellement, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc il faut trouver un autre moyen d'évacuer cette excitation. C'est ce que j'appelle les activités à médiation. C'est la raison pour laquelle, entre 12 et 13-14 ans, il est très important que les adolescents puissent bénéficier de multiples activités de médiation. Alors les plus typiques, c'est évidemment les activités sportives, taper dans un ballon, courir, sauter, etc. Mais ça peut être aussi les activités, par exemple avec Internet, toutes les activités d'excitation sur l'écran. Et c'est pour ça que les adolescents aiment beaucoup, parce que les écrans en particulier, tous ces logiciels où ça pète, ça explose, il y a des trucs fantastiques qui se passent, parce qu'il y a toute une excitation qui les soutient et qui met presque leur propre excitation en harmonie avec l'excitation du logiciel avec lequel ils sont en train de jouer.
Et puis il y a évidemment par exemple la musique. La musique, c'est un élément extrêmement important. Voilà. Donc c'est vital pour les adolescents entre 12 ans et 14-15 ans d'avoir des activités, de pouvoir justement être dans ces moments où ils peuvent évacuer quelque chose de leur excitation. Et quand un adolescent est en face de vous et que vous voyez monter son excitation, pourquoi je dis excitation plutôt qu'énervé? C'est très important. Énervé, ça renvoie aux nerfs et à la maladie des nerfs. Or, je pense que ce n'est pas des maladies des nerfs, c'est un état de tension interne, pour dire d'excitation interne, qui a besoin d'être évacué. Et quand un adolescent est dans cet état de tension, plus on s'approche de lui, plus on veut le tenir dans les bras, plus on risque d'augmenter son excitation. Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, puisque vous êtes devenu pubère, vers 13-14 ans, vous ne pouvez plus, en tant qu'adulte, apaiser l'excitation de ce jeune. Là où, avec l'enfant de 9 ans, 10 ans, quand il était excité, entre énervé, vous vous approchiez de lui, vous le preniez dans les bras, vous le consoliez et ça allait mieux. Le rapprochement avec un enfant excité est apaisant, le rapprochement entre un adulte et un enfant. Le rapprochement entre un adulte et un adolescent excité est excitant pour l'adolescent. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est arrivé à l'adolescence, vous devez avoir une claire conscience de la distance qui est maintenue entre votre corps et le corps de l'adolescent. Et dès que vous rentrez dans la zone proximale, c'est-à-dire la zone dans laquelle on se touche en tendant le bras, vous mettez l'adolescent en danger et vous vous mettez en danger. Alors il ne faut surtout pas être indifférent. Être indifférent est un facteur de risque pour l'adolescent. Il faut montrer son intérêt, montrer son empathie, montrer sa bienveillance, mais en restant à une distance telle, 1,50 m, 2 mètres, que l'adolescent ne se sente pas envahi et objet d'une intrusion. Dans l'idéal d'ailleurs, être assis ou marcher côte à côte est la meilleure des choses plutôt que d'être face à face debout, qui est une posture d'affrontement. Faites attention, quand vous êtes face à face debout avec un adolescent, vous êtes dans une posture d'affrontement. Quand vous êtes côte à côte en train de faire quelque chose, quand vous êtes assis, vous êtes dans une posture d'apaisement. Donc ça, c'est des stratégies comportementales et essentielles. Donc effectivement, permettre à l'adolescent de s'apaiser. Malheureusement, il y a des adolescents qui, face à cette excitation, flambent encore plus que les autres. Pourquoi ils flambent encore plus que les autres? Parce qu'ils ont connu en général, 99 fois sur 100, un passé fait d'excitation, un passé fait de violence, un passé fait de conflits incessants dans la famille. Et quand ils ont un corps et une tête qui s'excitent, qui flambent, eh bien ça réveille en eux les souvenirs des violences passées. Et donc ça devient intolérable. Au fond, ces jeunes qui ont un passé traumatique, face à l'excitation pubertaire, ont une double peine. Ils ont la peine de leur excitation interne et ils ont la peine de la reviviscence de ce qu'ils ont vécu auparavant. Ce qui veut dire que vous avez une double tâche. Une double tâche et une double attention à développer à l'égard de ces jeunes en étant justement très prudente, je dis prudente parce que je m'adresse là par les personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont familles d'accueil qui sont présents? 1, 2, 3. D'accord, alors excusez-moi. Merci messieurs. Les autres étant des dames, c'est pour ça que j'utilise peut-être plus facilement le féminin, mais encore qu'aujourd'hui on devrait utiliser une langue neutre, mais c'est en français assez difficile. C'est des éléments importants chez ces jeunes qui flambent avec l'excitation parce que ça réveille l'excitation antérieure. Donc effectivement, c'est un élément supplémentaire auquel il faut faire attention. Premier axe, cet axe de fragilité et qui entraîne chez les jeunes une certaine anxiété parce que très vite, d'ailleurs ils le reconnaissent, ça flambe dans leur tête. Il y a le feu dans leur tête. Et quand il y a le feu dans leur tête, ils ont du mal, le risque évidemment, c'est le passage à l'acte, qui est l'autre manière de diminuer l'excitation en passant à l'acte, c'est-à-dire en donnant des coups de pied, en faisant des crises, en tapant. Voilà. Alors plutôt que d'aller au passage à l'acte, dites-leur, va marcher dehors, détends-toi. Et quand vous dites à un adolescent, va marcher un peu, va courir, écoute là, tu es dans un état tel qu'on ne peut pas parler, va te détendre, 99 pour ne pas dire 100 fois sur 100, il va aller dehors, il va marcher et il ne va pas faire de bêtises. C'est toujours l'éternel problème de l'adulte qui a peur que l'adolescent fasse une bêtise et qui, au nom de cette peur, va contraindre l'adolescent,
va lui rentrer dedans, et c'est là où il va faire des bêtises. C'est là où il va faire des bêtises. Donc, des bêtises, c'est-à-dire passage à l'acte, comportement violent, etc., etc. Donc, c'est l'appréhension systématique de l'inquiétude, alors avec le mot qui vient derrière, responsabilité. Alors là, tout de suite, dès qu'on a prononcé ce mot, on ne peut plus rien faire. Voilà. Et donc, effectivement, si, famille d'accueil, si vous ne voulez pas prendre de risques, ne faites pas ce métier. Par définition, qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Edmond ? Je dis qu'on en a déjà pas assez. Parfois, Jean-Edmond, le langage de la sincérité est utile. Et il y a des familles d'accueil qui aiment bien justement cette dimension d'incertitude, parfois de risque. C'est pas un métier plan-plan, le métier de famille d'accueil. C'est pas un métier plan-plan, vous le savez tous. Voilà pour ce qui concerne l'excitation. Deuxième axe, le changement de l'image du corps. Jusqu'à preuve du contraire, tous autant que nous sommes ici présents, c'est par notre corps que nous nous identifions les uns les autres. Et donc, effectivement, on se reconnaît, notre corps est notre véhicule social de reconnaissance. Eh bien, quand notre véhicule social de reconnaissance se transforme, évidemment que là, on se pose des questions. Qui suis-je ? À quoi je ressemble ? Etc. Donc, il y a une forme d'inquiétude chez l'adolescent. Et cette inquiétude, il faut la comprendre à deux niveaux. Je compare souvent la problématique de l'adolescence et la puberté à une statue qui est une statue au 19e et début du 20e siècle. Maintenant, avec les installations, on installe tout par terre, et donc c'est plus pertinent. Mais au 19e, 20e siècle, quand on faisait une statue, on la mettait sur un socle pour qu'elle soit vue de loin. Et puis vous aviez le personnage, typiquement même sur un cheval, voilà, et ça permettait de voir la statue de loin. Voilà. Quand une statue est installée sur un socle, eh bien, on la voit, on la reconnaît, on l'identifie assez facilement. Imaginez maintenant qu'il y ait un tremblement de terre ou un gros camion qui heurte le socle. Eh bien, s'il y a un tremblement de terre, si le socle est solide, le socle tient, la statue tremble un peu, mais elle restera en place. Si en revanche le socle est fissuré, à ce moment-là, le moindre tremblement de terre ou le choc du camion va fracturer le socle, qui va se casser, et la statue va se casser la figure. Eh bien, la puberté, quand elle survient sur l'être humain, c'est comme le tremblement de terre ou le choc du camion sur le socle de l'enfance. Plus le socle de l'enfance est solide, plus la puberté va réaliser un petit tremblement à travers ce doute dans l'identité, etc. Mais qui suis-je, à quoi je vais ressembler, etc., etc. Donc évidemment, l'adolescent est très sensible à tout ce qui caractérise comme ça, ces boutons, l'acné, le nez, la poitrine chez les filles, est-ce que les deux seins poussent en même temps, est-ce qu'il n'y en a pas un qui pousse plus vite que l'autre. La symétrie de la poussée mammaire est dans les premiers premiers mois et trimestres une possibilité tout à fait physiologique. Voilà, et évidemment, ça angoisse au plus haut degré les filles. Les garçons, ce qui les angoisse par exemple, bien sûr, les garçons, c'est la longueur de la quéquette, bien sûr, ça c'est très problématique. Et il y a aussi quelque chose qui est problématique pour eux, c'est que normalement les bourses d'un petit garçon sont brillantes, sont lisses, alors qu'à partir de la puberté, les bourses, c'est-à-dire les endroits dans lesquels se trouvent les testicules, deviennent un peu ternes et fripées. C'est comme si les couilles étaient en train de pourrir, vous voyez, en gros. Si je vous dis ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des jeunes qui m'ont dit ça. Hein. J'ai peur que ça pourrisse. Hein, parce que d'un seul coup, la peau bien brillante et bien lisse des bourses du petit garçon devient terne et fripée. Voilà. Bon. Alors, c'est des détails stupides, mais c'est des détails qui peuvent angoisser terriblement un jeune. Et en tant que famille d'accueil, si vous accueillez des adolescents, vous devez aussi bien avoir une petite connaissance, pas une connaissance de la puberté et de ce que c'est que la puberté, comment ça se passe. Parce qu'il suffit parfois d'une petite parole tranquille, paisible, pour que les choses s'arrangent, et au contraire d'une parole un peu inquiète ou d'une non-parole, pour que les choses s'aggravent. Donc vous devez être très à l'aise avec les éléments de la physiologie masculine comme féminine de la puberté, pour être effectivement capable d'informer. Alors maintenant, vous avez d'excellents livres ou d'excellentes... peut-être il y a même des trucs sur Internet, mais moi je préfère les ouvrages parce qu'on peut les regarder tranquillement, les revoir.
qui permettent, avec des tranches d'âge différentes, justement d'avoir des informations. Et si vous avez des adolescents, il faut demander à votre Fondation Grancher s'il y a une bibliothèque, qu'elle vous procure ces ouvrages pour pouvoir les parcourir avec votre adolescent. Cette information sur la puberté, elle est d'autant plus intéressante qu'elle se fait entre 10 ans, 11 ans et 12 ans. Après, c'est trop tard. Après, l'adolescent qui est dans le processus pubertaire ne veut pas en entendre parler, parce que ça l'excite trop, précisément. Mais un peu avant, dans la grande enfance, c'est souvent un âge excellent pour l'information, qui permet justement d'anticiper un peu les choses. Comme ça, l'enfant sera rassuré quand les processus vont arriver. Donc la transformation du corps. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit là, à partir de cette image de la statue? Je vous ai dit quelque chose de compliqué. Plus l'adolescent, au moment de la puberté, a un socle de l'enfance, ce socle de la statue, solide, plus le tremblement pubertaire, le tremblement de la traversée pubertaire, ça va l'ébranler un peu, mais il n'y aura pas trop d'inquiétude, en gros, voilà. Bon, il regardera les boutons, il cherchera si son visage, si ses muscles sont grands, s'il se trouve beau ou pas, mais ça va le faire. Plus en revanche, le socle est fragile. Et quoi, c'est le socle fragile? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des situations de violence, c'est des ruptures multiples, c'est des abandons, c'est des délaissements. A fortiori, c'est des violences sexuelles et des violences physiques, bien sûr. C'est qui est plus le socle de l'enfance est fragile, plus le tremblement pubertaire risque de tout se faire casser la gueule, de se faire effondrer. Alors là aussi, c'est profondément injuste. Il y a une injustice parce que plus l'être humain qui arrive à l'adolescence a vécu des choses difficiles, plus la puberté et l'adolescence est quelque chose de compliqué pour lui. Et donc, évidemment, c'est en ce sens qu'on voit souvent des relatives aggravations, des relatives décompensations à ce moment-là. J'insiste sur le fait qu'on ne doit jamais juger un être humain sur ce qu'il est au moment de l'adolescence. On juge un être humain quand il a 25, 30 ans, mais on ne le juge pas quand il a 14, 15 ans, car le potentiel du devenir est extrêmement ouvert et dépend en grande partie de la qualité de la réponse des adultes autour de lui et de la société autour de lui. Donc effectivement, c'est un élément essentiel qu'il faut toujours avoir en tête. La stigmatisation, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu es bon à rien, ne fait en général qu'aggraver les choses parce qu'on enclenche une spirale négative et une spirale je dirais presque une spirale de la haine. Or, l'adolescent qui vit des émotions extrêmement intenses, à défaut de vivre des bonnes émotions, peut au minimum, vivre l'émotion de haine parce que là, au moins, il me déteste, et bien moi aussi je déteste le monde, je déteste tout le monde et je vais tout bousiller. Voilà, c'est le... Donc, le corps, avec une fragilité existentielle, identitaire, qui suis-je, il se regarde dans la glace, etc., qui travaille l'adolescent. Troisième axe, l'axe de la sexualité. L'axe de la sexualité, c'est un axe essentiel. Il n'y a pas de puberté sans arriver de la sexualité. Alors quand je dis sexualité, c'est pas seulement avoir des relations sexuelles avec l'autre, c'est effectivement d'abord vivre dans son corps des choses, vivre dans son corps des tensions, des érections, des besoins physiologiques, de se toucher, de se masturber, etc. Il y a tout cet élément-là qui, chez les filles comme chez les garçons, qui travaille le corps de l'adolescent, et j'ai envie de dire qui travaille sa main, la main qui va vers le sexe et la main qui effectivement cherche quelque chose, cherche un plaisir du corps ou cherche quelque chose qui angoisse l'adolescent. Donc il y a cette dimension extrêmement importante. Alors il y a effectivement cette phase de la puberté, cette phase qui est au fond l'excitation solitaire, la sexualité solitaire, de la masturbation. Il y a 40-50 ans, prononcer ce mot devant une assemblée comme ça, comme la vôtre, c'était presque de l'ordre de l'impensable. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose dont on sait aujourd'hui que ça fait partie du développement normal de l'enfant. Si vous avez eu l'occasion de voir ce film qui s'appelle Le Ruban Blanc, qui est l'histoire dans un petit village de l'Allemagne dont le père est pasteur et raconte au fils qu'il doit s'attacher les mains le soir pour ne pas se toucher, que s'il se touche, il va avoir des boutons purulents dans le cerveau et que son cerveau va se liquéfier.
Voilà. Si on se masturbe, le cerveau se liquéfie. Et il y croyait, ce pauvre gamin, hein, parce qu'il y avait un papa pasteur qui disait les choses, qui disait la parole de Dieu. Tu y as cru toi aussi, hein, fut un temps. Hein. Comment ? Oui, Michael Haneke, bien sûr. Voilà. C'est quelque chose là qui a été d'une violence extrême, hein, sur la répression. C'est l'héritage du 19e siècle puritain, du début du 20e siècle, qui brimait les corps et qui, aujourd'hui, je peux parler de ça à peu près paisiblement, parce que c'est un élément du développement normal d'un enfant. Quoi qu'il en soit, la sexualité, après cette phase de découverte du corps, et cette phase un peu d'intranquillité, parce que ça renvoie à tout un tas de choses, alors même plus d'interdits maintenant, parce que tous ces jeunes arrivent à la puberté en ayant très souvent des images, hélas, en tête, des images de pornographie, des images de commerce sexuel, pas toujours très satisfaisant, et ils sont quand même ils ont une forme de connaissance superficielle, mais qui est presque aussi perturbante par, je dirais, l'exigence de le faire, que ne l'était jadis l'ignorance complète avec l'exigence de ne pas y toucher. Je dirais que maintenant l'exigence est inverse, mais le jeune est peut-être dans le même aspect désemparé. Quoi qu'il en soit, la sexualité, j'attire votre attention sur le fait que sexualité vient du latin secare, qui veut dire couper. À partir du moment où l'être humain entre dans une sexualité adulte, il est coupé de son autre moitié, coupé de l'autre moitié. Selon le mythe d'Aristophane, dans un célèbre ouvrage de Platon qui s'appelle Le Banquet. Aristophane évoquait, dans les temps anciens, le fait qu'il y avait 3 types d'êtres humains. Il y avait les hommes, les femmes et les androgynes. Les androgynes dont la caractéristique était qu'ils avaient 4 jambes, 4 bras, qu'ils avaient 2 sexes, 2 bouches, 2 paires d'yeux, 4 oreilles, etc., etc. C'était des êtres humains extrêmement puissants, extrêmement ambitieux, etc., qui, voulant conquérir l'Olympe, ont fâché Zeus, et Zeus a pris un sabre et a coupé en deux ces androgynes qui avaient la prétention d'envahir l'Olympe. Et du coup, les androgynes coupés de leur moitié passaient leur temps à chercher l'autre moitié pour se réunir, et quand ils étaient réunis, ils s'enlaçaient et ils périssaient, car rien d'autre que cela ne les intéressait. Donc en fait, nous les êtres humains, à partir du moment où on est sexués, on est coupé de notre autre moitié, et nous passons notre temps à tenter de retrouver l'autre moitié complémentaire. Ça s'appelle la destinée humaine, et chacun, vous savez comme nous, comme moi, que effectivement trouver sa moitié complémentaire peut être l'affaire d'une vie. Ce qui veut dire en clair, et ça c'est un élément extrêmement important, quand on entre dans la puberté, dans la sexualité, on entre dans la dépendance au désir de l'autre. Devenir adolescent, c'est devenir dépendant. C'est le contraire de ce qu'on raconte à tous ces jeunes. Devenir adolescent, c'est devenir dépendant du bon vouloir d'un autre qui vous donnera ou pas son corps et qui vous donnera ou pas ce que vous attendez de lui et ce dont vous avez besoin. On devrait arrêter de dire que quand tu seras grand, tu feras ce que tu veux, tu seras indépendant, voilà, etc., etc. Je vous rappelle que si on peut être... L'autonomie, ça n'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est choisir et décider de sa vie par soi-même, mais ce n'est pas de l'indépendance. Et la sexualité, c'est la dépendance au désir de l'autre. Qui plus est, pour les adolescents, c'est dépendre du désir de quelqu'un qui est étranger à ses parents et étranger à sa famille, y compris sa famille d'accueil. Puisque, effectivement, se tourner vers ses proches, ceux qu'on aime, ceux qu'on connaît, c'est quelque chose qui est insupportable, d'allure incestueuse. Donc il faut qu'on aille chercher à l'extérieur, chez des gens qu'on ne connaît pas, pour savoir s'ils ont un bon vouloir et s'ils veulent bien nous accorder un bisou, un câlin, éventuellement une relation sexuelle, sachant que la sexualité à l'adolescence, l'âge des premières relations sexuelles a très peu changé depuis 40 ans environ, tournant en moyenne autour de 16 ans, comme ça, chez la majorité des adolescents, sauf chez les adolescents qui sont en grand danger et en grande difficulté. Chez ces adolescents à risque, effectivement, la sexualité peut survenir de plus en plus précocement.
Quand j'ai commencé, c'était vers l'âge de 14 ans, à être pédopsychiatre. Et puis quand j'ai terminé mes fonctions, c'était parfois vers l'âge de 12 ans et demi, 13 ans qu'ils avaient les premières relations sexuelles. Mais c'était toujours des adolescents à très grand risque, en particulier des filles. Voilà, c'était des adolescents inscrits dans la pathologie, etc. L'adolescent qui va à peu près bien, et même celui qui va pas très bien, mais qui quand même a une forme d'attention à son corps, cet adolescent-là, il n'a pas des relations sexuelles très tôt. Il attend souvent 15 ans et demi. Ce qui veut dire qu'entre le début de la puberté, 12 ans et demi, et les premières relations sexuelles vers 16 ans, il va se passer en moyenne 3 ans et demi, 4 ans d'attente. Vous avez bien entendu. Alors quand vous dites tous que les adolescents sont impatients, dites-moi le nombre d'adultes qui attendent 4 ans à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui l'intéresse. Hein? Les adultes sont à la limite passent à l'acte beaucoup plus facilement que les adolescents. Hein? Alors il faut arrêter d'être dans ces images-là comme ça, ces images toutes faites qui nous font plaisir parce que ça nous donne le sentiment, nous, d'adultes, d'être supérieurs aux adolescents. Pas du tout. Les adolescents qui vont bien savent aussi préserver leur corps. Parfaitement. Ce sont les adolescents qui vont mal, qui souvent ont été maltraités dans leur corps, qui ont été souillés dans leur corps, qui effectivement n'ont pas de respect pour leur propre corps. Hein? Un des éléments centraux de la pathologie de l'adolescence, c'est quand il va mal, la première personne et la première chose à laquelle il s'en prend, c'est à lui-même et à son corps, avec la maltraitance de son corps, et la maltraitance du corps d'un adolescent est en miroir de la maltraitance qu'il a reçue quand il était tout petit. Voilà. Un petit qui a été aimé, qui a été dorloté, choyé, caressé, bisouillé, normalement, hein, voilà, eh bien, il a investi son corps d'une tendresse. Nous, on appelle ça d'une libido, d'un élément d'amour qui fera qu'il a une forme d'attention et de respect pour son corps. Un adolescent qui a été vilipendé, maltraité, tapé, non soigné, eh bien, il a à l'égard de son corps, à l'adolescence, ce même désintérêt, cette même action négative. Voilà. Alors effectivement, là, il faut être capable de déployer des attentions importantes au corps. Pour se répéter, donc pour clore cela, donc l'entrée dans l'adolescence, c'est l'entrée dans la dépendance au désir de l'autre. Et là, cette dépendance, que l'adolescent perçoit bien et qui le taraude, là encore, il va y avoir une injustice. Plus l'adolescent, dans son enfance, a vécu des dépendances heureuses, des dépendances satisfaisantes, des dépendances tranquilles, plus dépendre de quelqu'un n'était pas une calamité, au contraire, c'était même la source de bienfaits, plus ressentir la dépendance au désir de l'autre n'est pas trop grave, avec l'idée qu'il finira bien ou elle finira bien par trouver chaussure à son pied. Voilà. Donc, si en revanche, dans son enfance, l'adolescent a fait l'expérience d'une dépendance toujours pathologique, d'une dépendance incertaine, je m'approche de mon parent et je ne sais pas si je vais recevoir une claque ou un bisou, je ne sais pas si on va me traiter de tous les noms ou si on va gentiment m'accueillir. Voilà. Plus la dépendance à ses proches, aux adultes, a été insatisfaite, violente et chaotique, plus effectivement éprouver ce sentiment de dépendance affective à l'autre est insupportable pour l'adolescent. Et c'est là qu'il se met à faire n'importe quelle bêtise et qui va tout faire pour rompre les liens de dépendance. Donc évidemment, vous êtes pris là-dedans. Donc plus un adolescent a un passé où les dépendances ont été douloureuses et pathologiques, plus l'état de dépendance de l'adolescence, l'état de dépendance affective dans lequel il se trouve sur le plan justement de cette puberté et de cet aspect sécaré, coupé, est un état qui lui est insupportable. Donc vous voyez que la traversée de l'adolescence n'est pas une plaisanterie. En même temps, par rapport à tout cela, l'adolescent va modifier ses relations avec les adultes. C'est le deuxième plan. Là, je viens de dire ce qui se passait dans la tête de l'adolescent. Disons brièvement maintenant ce qui se passe dans son environnement. Un des problèmes de l'environnement, et c'est encore plus compliqué avec la famille d'accueil, mais on peut faire un palier. Quand il est dans sa famille, quand il est chez ses parents,
Et s'il est dans une famille d'accueil dans laquelle il est depuis la toute petite enfance, c'est presque pareil. L'adolescent, effectivement, aime ses parents. Il aime ses parents, mais d'un seul coup, ses parents, et vous, en tant que famille d'accueil, vous ne pouvez plus lui donner ce dont il a besoin, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et cette incapacité, tu ne me comprends pas, mais tu ne bonnes à rien, mais tu ne comprends rien de ce que je te dis, mais tu... Voilà. Pourquoi ces adolescents ne cessent de dire « tu ne me comprends pas » ? Parce que, effectivement, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas satisfaire au fond, dans cette intranquillité, apaiser ce noyau d'intranquillité. Et au contraire même, plus vous vous approchez, plus vous l'excitez, ce noyau. Donc l'adolescent est pris dans un paradoxe qui fait que ceux, CEUX, ceux qui l'aimaient jadis, et qui l'apaisaient jadis, devient ceux à la fois qu'il continue d'aimer, mais qui ne peuvent plus lui donner ce qu'il demande. Et ça l'énerve. Ça l'excite encore plus. Tu ne me comprends pas, mais t'es bon à rien, etc. Et plus vous voulez essayer de le comprendre, bah oui, je te comprends pas. Bah ouais, écoute, je suis désolé, mais t'es tombé dans une famille d'accueil vraiment où on est complètement abruti, on ne te comprend pas, on est désolé profondément. De temps en temps, assez régulièrement, l'humour, c'est la porte de sortie salvatrice. L'absence, si vous n'êtes l'humour, pouvoir gentiment manier, jamais de l'humour méprisant, hein. Attention, c'est pas l'ironie, c'est le sarcasme. Le sarcasme, c'est mépriser l'autre. L'humour, c'est plutôt, c'est soi-même qu'on prend, hein. Ah bah oui, je te comprends pas, ça c'est de l'humour. Hein. Ah bah tous les adolescents, vraiment, ils sont tous des abrutis, hein, voilà, ça c'est du sarcasme. Donc l'humour, c'est quelque chose qui est essentiel quand on est pris dans des relations comme ça, un peu de tension avec l'adolescent. Donc l'adolescent, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit effectivement, il y a une phrase que j'aime bien comme ça, il doit se désengager de ses liens d'enfance, de ces liens qu'il a tissés avec les proches, pour aller chercher d'autres liens ailleurs, donc voilà, et pour aller à l'aventure. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important de lui donner l'occasion de faire des séjours de rupture, de partir, de faire des connaissances nouvelles, d'avoir des expériences, de faire ces activités de médiation dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il va découvrir d'autres choses. Et quand il a découvert d'autres choses, ça l'apaise et qu'il peut revenir vers vous en étant apaisé. Alors effectivement, dans toute adolescence, disait un monsieur qui s'appelle Winnicott, il y a un meurtre, le meurtre des parents. J'ai envie de tuer mes parents pour prendre leur place. Meurtre symbolique, bien entendu. Et bien sûr, il y a ce que j'ai appelé, moi, cette désidéalisation transitoire des parents. Tu comprends rien, t'es bon à rien, mais regarde-moi ça, ce que tu fais, etc., etc. Alors, chez l'adolescent adopté ou chez l'adolescent placé, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, cette désidéalisation s'accompagne d'une idéalisation de quelque... Bon, c'est la période des idoles, où on se construit des idoles qui sont parfaites. Alors, évidemment, l'adolescent qui est adopté, par exemple, il a une situation caricaturale où il peut désidéaliser l'un et idéaliser l'autre. Il peut désidéaliser les parents adoptants et idéaliser ses parents lointains qu'il ne connaît pas. Ou inversement, il peut désidéaliser ses parents lointains et suridéaliser ses parents adoptants, ce qui pour moi est un piège développemental d'un adolescent, parce qu'il ne pourra pas se construire vraiment. De même, si un adolescent vous idéalise trop et désidéalise ses parents géniteurs, c'est plutôt plus compliqué pour lui. C'est plus facile pour vous, plus compliqué pour sa santé psychique. S'il vous dévalorise relativement tout en idéalisant ses parents, c'est plus compliqué pour vous, mais beaucoup plus bénéfique pour sa santé psychique et son avenir. Ce sont des paradoxes compliqués, et c'est en ce sens que le métier de famille d'accueil est un métier relativement subtil et passionnant, bien que complexe. Donc l'adolescent a besoin de s'éloigner et il a besoin aussi de temps en temps, je vais terminer par cela, combien de temps il me reste encore? Parce que j'ai prévenu 3-4 jours. On a commencé avec un peu de retard. Oh, beaucoup de retard. Tu as parlé très longtemps. Bon. On a eu 10h45, on peut aller jusqu'à 11h si Madame la directrice. Madame la directrice? D'accord. Donc je vais donner cette petite anecdote parce que c'est important. Et c'est un élément aussi très important dans le lien que vous avez avec les parents. Et avec l'adolescent, je veux dire. Voilà un parent ou une famille d'accueil dans mon bureau avec un adolescent. Il fait des bêtises, il ne rentre pas toujours le soir où il était parti avec son vélo en ville alors qu'il avait dit qu'il irait
au foyer des jeunes du petit village, et en fait, il a fait 10 km et puis il est allé en ville. Et la famille d'accueil ou la maman, et là, elle dit, vous comprenez, docteur, on ne peut pas lui faire. Voilà, merci le cœur. Quand le mot confiance arrive dans ma consultation dans les 5 premières minutes ou les 10 premières minutes, je me dis, aïe, 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 ça va partir en vrille. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Voici un jeune qui dit, bon, je vais au foyer, là, je vais à la salle de réunion, et puis en fait, il va ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes angoissés, et les mamans, surtout les mamans, peut-être un peu plus que les familles d'accueil, elle me dit, vous comprenez, docteur, il est libre, il peut aller où il veut. L'important, c'est que je sache où il est. Hein, voilà, d'accord. Ah oui, ils font la conférence, c'est bien. L'important, c'est que je sache où il est. Que me dit l'adolescent quand il est... Vous comprenez, ma mère ou ma famille, elle me casse les pieds, elle veut toujours savoir où je suis. Mais moi, j'ai rencontré un copain, puis il m'a proposé, ou une copine, on m'a proposé d'y aller. J'allais quand même pas, même avec mon portable maintenant, j'allais pas tout de suite téléphoner, j'avais l'air de quoi? Bon. En fait, vers 13-14 ans, un adolescent, à un moment de sa vie, mercredi, samedi après-midi, il a besoin d'être dans un endroit, je vais le dire 2 fois, il a besoin d'être dans un endroit où il sait que vous ne savez pas qu'il est. Il a besoin d'être dans un endroit où il sait que vous ne savez pas qu'il est. Vous comprenez, docteur, ma mère, elle veut toujours savoir où je suis, ma famille d'accueil veut toujours savoir. Et vous comprenez, docteur, ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est typique de l'adolescence. Avec un enfant, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qu'il soit le vôtre ou celui que vous avez accueilli, vous savez toujours à tout moment où il est. Même s'il n'est pas en train de vous tenir la main, vous savez qu'il est à l'école, qu'il est dans cette classe, avec tel instituteur ou telle institutrice, qui a telle activité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez une représentation dans votre tête de l'espace d'évolution de votre enfant. Votre enfant, il est contenu dans votre tête. Vous le représentez imaginairement. Quand vous avez un jeune de 14-15 ans, il y a des moments où on ne sait pas où il est. En fait, il est sorti de votre espace de représentation. La plupart des mamans et des familles d'accueil ont une angoisse à ce moment-là. Il pourrait lui arriver un accident. Alors, je dis très clairement aux parents, mais en quoi le fait de savoir où il est le préserve de tout accident? Il y a un peu de la magie là-dedans, hein, voyez. Cette magie, elle s'appelle angoisse de séparation. Quand on ne sait pas où se trouve celui qu'on aime, on a peur de ne pas pouvoir le retrouver. Ça s'appelle une angoisse de séparation. Du côté de l'adolescent, lui, ce qu'il a besoin de temps en temps, c'est de se dire « je ne suis plus dans l'espace de représentation psychique de ma mère ou de mon père ». Alors c'est compliqué, je suis là où je sais que mon père ou ma mère ne sait pas que je suis. Je suis sorti de sa tête. Et quand je suis sorti de sa tête, je me sens libéré. Libéré de mon lien d'enfant. Voilà l'enjeu de l'adolescence. Voilà l'enjeu de l'adolescence. Alors, vous voyez bien la tension. Et alors, si il fait ça quand il a 13 ans, en fait, à ce moment-là, il a un peu la trouille. Et il ne fait rien de grave. Il est content, il est avec son copain ou sa copine, il va passer 1 heure ou 2, il va rentrer avec une demi-heure de retard, ce qui est le retard physiologique normal d'un adolescent. Quand on lui a dit de rentrer à 16h, il doit rentrer à 16h30. S'il rentre à 16h pile, il faut être inquiet. Parce que c'est un adolescent obsessionnel inquiétant, voilà. Donc, voilà. Non, mais il faut ça, voilà, ça fait partie. S'il devait rentrer à 16h et qu'il rentre à 4h du matin, oui, c'est inquiétant. S'il rentre à 16h30 alors qu'il devait rentrer à 16h, c'est la physiologie d'un adolescent. Donc, gratouiller un peu, comme nous d'ailleurs, pareil. Hein. Donc, voilà. Et il a besoin de sortir de la tête de ses parents. Ça. Alors, nous, on théorise ça en disant, je vais vous le dire maintenant, pour s'il y a des psychologues, l'adolescent a besoin de se désengager des liens oedipiens aux parents, aux images parentales. Voilà, il se désengage des liens oedipiens aux images parentales. C'est ça c'est la théorie par rapport à ce que je viens de dire avant. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que vous aurez à vivre avec les adolescents. Alors, j'ai dit tout à l'heure, l'angoisse de séparation. Si vous êtes atteinte d'angoisse de séparation, évidemment que c'est difficile. Évidemment qu'il faut dire, écoute, tu m'envoies un petit SMS de temps en temps, mais je n'ai pas tout le temps besoin de savoir où tu es, mais ça, tu sais que ça me rassure, alors je te le demande. Et les adolescents, s'ils ont une bonne relation
avec les parents ou avec la famille d'accueil, ils n'ont pas envie de provoquer l'angoisse chez leurs proches. Et ils vont le faire à un moment où ils auront « t'inquiète pas, je reviens, je suis là, je reviens ». Ils ne vous diront pas nécessairement où ils sont, mais ils vont dire « t'inquiète pas, je reviens comme convenu » ou des trucs comme ça. Voilà. Vous ne lui demandez d'ailleurs pas où il est, vous ne lui demandez pas de vous dire où il est. Dites-lui simplement « m'envoyez un petit SMS pour me dire que je ne m'inquiète pas et que tu reviens normalement ». Et ça, c'est un petit lien, vous voyez, un petit lien, voilà. Donc l'adolescent a besoin de réaménager ses liens à ses parents ou à ses proches ou à la famille d'accueil, pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Alors, lorsqu'il est seul, lorsqu'il est dans un endroit où il sait que vous ne savez pas qu'il est, là, d'un seul coup, il est autonome, autonomos. C'est-à-dire qu'il se mobilise de lui-même. C'est lui qui décide pour lui-même. Et là, on va tomber sur quelque chose d'essentiel, qui est la question de l'autorité. Et c'est le petit ouverture et le petit paragraphe que je vais faire sur la question de l'autorité. Pourquoi c'est important l'autorité à l'adolescence? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adolescent est pris dans ses pulsions, dans son excitation, et qu'à ce jour, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire à l'autre ce que cet autre n'a pas envie qu'on lui fasse. Là, nous vivons dans une société aujourd'hui qu'on appelle d'individus, qui est différente d'une société d'individualisme. L'individualisme, c'est une théorie et une idéologie. L'individu, c'est une conquête sociétale. C'est quoi un individu? C'est un être autonome, autonomos, c'est-à-dire qu'il n'agit pas sous commandement de l'autre. Agir sous commandement de l'autre, c'est hétéronome. Tu te marieras avec cette personne, tu feras tel travail, tu feras ceci. Voilà, c'est être hétéronome. Être autonome, c'est agir pour soi-même, et quelqu'un d'autonome fait des choix pour lui-même. Il choisit son conjoint, il choisit sa sexualité, il choisit son métier, etc. Les deux seules choses qu'il ne peut pas encore, les trois choses qu'il a du mal à choisir, il y en a deux irrémédiables. La date de sa naissance, ça, il ne peut pas le choisir lui-même. Et la date de sa mort, il voudrait bien le choisir, mais c'est compliqué. Quant à son sexe, jusqu'à présent, il n'avait pas la parole pour choisir son sexe. Aujourd'hui, avec toutes les questions de transidentité, l'individu réclame de pouvoir choisir lui-même son sexe. C'est un problème sociétal essentiel. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on pourrait en parler longuement. Et il se peut un jour que vous ayez des adolescents qui refusent qu'on les caractérise comme filles ou garçons et qui veulent rester neutres ou bi, comme ils disent, voilà, et que l'histoire de leur définition sexuelle, ça soit eux qui la décident. C'est le paroxysme, l'extrême, hein, le point extrême de l'appropriation de soi-même par soi-même, de sa propre vie par soi-même. Voilà, car les trois choses qu'on ne peut pas s'approprier jusqu'à présent, c'était notre naissance, notre mort et notre sexe. Ça, c'est trois choses qui nous étaient imposées de l'extérieur, qui sont quand même des choses relativement importantes. Et un individu aujourd'hui trouve que c'est scandaleux de ne pas pouvoir choisir soi-même son sexe. Alors aujourd'hui, effectivement, les individus, ils sont dans cette appropriation d'eux-mêmes, mais le problème, c'est que si moi je suis un individu, malheureusement, le professeur Toublanc est aussi un individu et madame la directrice est aussi un individu. Et que je dois faire avec. Faire avec, c'est quoi? Et la religion de l'individu, c'est ça, ce que vous entendez d'ailleurs de temps en temps chez les adolescents. Retenez ce que je vais vous dire. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Aujourd'hui, tout concept d'autorité qui en appelle à une autorité supérieure pour s'imposer à la personne est une autorité hiérarchique non acceptée par notre société. Le problème de l'autorité, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'autorité, c'est que les figures qui représentaient traditionnellement l'autorité, la figure de Dieu, la figure du Père, la figure du patron, ces figures-là ont perdu leur légitimité. Ces figures-là ne sont plus légitimes aux yeux de l'individu. Et ça complique bigrement les choses, parce que, malgré tout, nous sommes des animaux sociaux, nous sommes en interaction avec les autres, et que l'autre, justement, justifie de la même pensée. Donc, je dois être capable de deux choses essentielles quand je suis un individu, c'est de penser la différence entre ce qui est légitime et ce qui est légal. Si j'ai le droit de penser tout ce que je veux dans ma tête, je n'ai pas nécessairement le droit de le faire et pas toujours le droit de le dire. Et cette différence entre la légitimité, ce qui est légitime pour moi,
mais qui n'est pas nécessairement légale dans l'action ou dans le dire, est une différence d'une très grande subtilité, y compris pour les professionnels du droit, et qui n'est jamais clairement explicitée aux adolescents. Puisque je le pense, je peux le faire, et puis, etc. Puisque c'est moi, puisque ma pensée, voilà, mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et de cette pensée, donc voilà. Donc j'ai le droit de tout faire. Ben non. J'ai le droit de tout penser, j'ai le droit de tout imaginer. Dans ma tête, j'ai une forme de liberté, non hiérarchisée, et personne n'a à me dire si ma pensée là, voilà, je refuse qu'il y ait une hétéronomie qui me dise ce qui est bien ou mal à penser. Moi, je pense. Après, je peux me faire mes propres codes moraux à moi. Voilà, je peux adhérer. Hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si moi, je pense ça, eh bien, Bénédicte Aubert, elle pense la même chose. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je comprenne le sens de la réciprocité. Et que je dois attendre que la personne en face de moi me montre qu'elle aussi, elle pense comme moi ou elle ne pense pas comme moi, et je dois respecter cet écart. Inutile de vous dire que les exemples que nous avons, y compris dans les médias, ne sont pas toujours très en faveur de ça, quand on voit les invectives, les hurlements, les disqualifications réciproques, tout ça parce que ça excite quand on regarde. Voilà, c'est excitation. Et donc ça n'est pas non plus une aide pour l'adolescent. Faire comprendre à un adolescent ces deux éléments-là, 1, l'écart entre légalité et légitimité, 2, la dimension de la réciprocité, c'est devenu extrêmement important. Pourquoi ? Parce que pris dans son excitation, aujourd'hui, ce n'est plus la peur de la claque, la peur de la coup de pied au cul qui peut effectivement contenir l'adolescent. Vous savez comme moi que vous n'avez pas le droit d'exercer la force ou la contrainte physique sur les adolescents qui sont chez vous. Et effectivement, je l'espère. Ce n'est pas par la force que l'on marque l'autorité. C'est quoi l'autorité aujourd'hui ? Pensée de manière démocratique, c'est la capacité qu'on a à se retenir devant un plus faible, à le respecter, à ne pas l'humilier et à se retenir d'exercer les arguments de la force ou de la séduction. Car les deux éléments qui ne sont pas l'autorité, qui sont ceux du pouvoir, il faut bien différencier le pouvoir de l'autorité. L'autorité, ça n'est pas le pouvoir, et le pouvoir, ça n'est pas l'autorité. Le pouvoir s'exerce de deux manières. Il s'exerce soit par la force, soit par la séduction. Embobiner l'autre. Hein, l'embobiner, voilà. Et quand embobiner le plus faible et le moins malin. Et embobiner l'autre, être dans la séduction ou être dans la contrainte par la force, c'est le pouvoir. Le pouvoir de la possession. D'une certaine manière, on possède l'autre. Et quand on possède l'autre, ben soit il est rabaissé par la force, il est aussi rabaissé parce qu'on l'embobine jusqu'au jour où il s'en aperçoit, et ce jour-là, il retourne les arguments de la séduction contre vous. C'est-à-dire il va chercher à vous embobiner sans arrêt. Donc quand on est dans la séduction, un des problèmes de la séduction avec un enfant, c'est que ça marche remarquablement bien. Mais dès que l'enfant a compris, vers l'âge de 7, 8, 9 ans, comment la séduction opère, il va n'avoir de cesse que d'utiliser la séduction à votre égard. Donc la séduction est un poison développemental. Ça n'est pas l'autorité. C'est le contraire même de l'autorité. Juste 2 minutes. Vous avez reçu un dossier. Vous avez reçu dedans un encart avec des questions à poser. Et dans 10 minutes, on va arrêter l'exposé de mon ami Daniel Marcelli, et vous voulez bien remplir les questions qui vous viennent dans la tête, de façon que, à peine l'exposé terminé, on puisse ramasser ces questions et pouvoir les poser à l'intéressé. Merci. Oh ben, je croyais que tu me coupais pour dire quelque chose de bien, mais alors là, je suis déçu. Hein. Franchement, là, franchement. Bon, donc le pouvoir, ça n'est pas l'autorité. Et retenez, pour ceux que ça intéresse, sur le plan de l'étymologie, dans le mot pouvoir, il y a 2 racines. Le pouvoir de la possession, posséder l'autre, on peut le posséder par la force ou par la séduction. Mais il y a aussi un autre mot dans le pouvoir, une autre racine, qui est le pouvoir de la possibilité, rendre la chose possible. Rendre la chose possible. Par exemple, un enseignant, il rend la chose possible que l'enfant va apprendre à lire. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas apprendre à un enfant à lire en le tapant ou en le séduisant. Voilà, allez, viens, on va jouer au foot, ça ne sert à rien de lire, on va faire du foot. Voilà, c'est la séduction, ça.
le pouvoir de la possibilité, c'est se mettre à côté de l'autre et mettre l'autre en situation de pouvoir faire la chose, en situation d'accéder à votre propre connaissance. Et là, on est quelque chose qui est assez proche de l'autorité. L'autorité, c'est respecter la vulnérabilité de l'autre, ne pas profiter de la vulnérabilité de l'autre, et je dirais en appeler à quelque chose d'essentiel. Alors effectivement, le problème en appeler à l'écoute. Il n'y a pas d'autorité sans écoute. Sans écoute. Or, l'écoute, c'est d'une certaine manière obéir. Obéir, obéir, tendre l'oreille. L'écoute, c'est fondamentalement la capacité à tendre l'oreille. On tend l'oreille à l'autre, on accepte de ne pas passer à l'acte, on accepte de surseoir à l'action, on s'assoit, l'un donne des arguments, l'autre écoute. Et celui qui donne des arguments accorde à l'autre le temps de la pensée. L'autorité, c'est accorder à l'autre le temps de la réflexion dans une forme de considération et de respect pour l'autre. Et là où effectivement c'est compliqué, c'est que l'autre, pour obéir, pour tendre l'oreille, il ne peut le faire que s'il a une relation de confiance, cum fire, dans celui qui parle, dans celui qui a le pouvoir de le contraindre. Et effectivement, il accorde une attention à ses paroles. Et en général, il se rend à l'action. Alors c'est compliqué, il n'y a pas d'autorité sans confiance. Et effectivement, la confiance, ça se construit. Ça se construit sur, je dirais, presque des actes de désobéissance. L'autorité n'a d'intérêt que si on peut désobéir. Il y a un triptyque, autorité, donc l'autorité s'articule à l'obéissance et l'obéissance s'articule à la désobéissance. Le pouvoir s'articule à la soumission et la soumission s'articule à la révolte. Pouvoir, soumission, révolte. J'ai le pouvoir, je soumets l'autre et l'autre finit par se révolter, que ce soit par la séduction ou par la violence. Voilà, c'est les deux. L'autorité demande l'obéissance, obéir, mais de temps en temps, si l'être humain veut être libre, il a la possibilité de désobéir. Quand un être humain désobéit, il sait qu'il désobéit, surtout un enfant. Et en général, il se prend lui-même comme objet de précaution. C'est quand l'être humain ne sait pas qu'il désobéit qu'il fait n'importe quoi. Donc apprendre à un enfant à obéir, c'est un élément essentiel, sachant qu'un jour ou l'autre, il va s'autoriser à désobéir. Le paradoxe absolu de l'éducation, absolu, c'est d'apprendre à un enfant à obéir jusqu'au moment où il pourra s'autoriser à désobéir. Dans la Fondation Granger, il y avait quelque chose de l'ordre des religions, je suppose. C'était une fondation... La fondation a toujours été laïque. Ah oui. Ah oui, d'accord. Sans jamais d'ailleurs se poser vraiment la question. C'était une évidence. D'accord. Alors, je peux parler de Saint-Augustin ? Saint-Augustin, dans les Mémoires, au IIIe siècle après Jésus-Christ, il y a un chapitre sur la jeunesse. Et il dit cette chose-là. Mais qu'est-ce qui m'a pris, moi, d'aller avec les voyous, d'aller voler les poires dans le poirier du voisin. Des poires, j'en avais autant que je voulais dans mon jardin. Et puis d'ailleurs, on ne les a même pas mangées, on les a données aux cochons. Et pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça, en fait, si je suis honnête avec moi-même, je n'ai pas fait ça pour voler les poires, j'ai peut-être fait ça un peu parce que le voisin, on ne l'aimait pas beaucoup, on allait être content de voir sa tête le lendemain, mais en fait, j'ai fait ça parce que j'étais avec mes copains, mes bandes de voyous là, qui traînaient, et je n'ai pas voulu me désolidariser d'eux. J'ai eu honte d'avoir honte. J'ai fait ça avec eux, voilà. Et je le regrette bien, je n'aurais pas dû le faire, etc., etc. L'être humain est ainsi fait que, en particulier autour de l'adolescence, il aura le choix entre soit obéir à la loi du groupe et désobéir à sa conscience, soit obéir à sa conscience et désobéir à la loi du groupe. C'est ça, la liberté humaine. Or, effectivement, il faut avoir appris à obéir pour avoir cette capacité de jugement. L'éducation, ça consiste à conduire l'enfant à cette capacité de jugement. Oui, je te demande d'obéir. Peut-être qu'un jour, tu me désobéiras. Je n'ai pas du tout envie que tu me désobéisses. Mais j'espère que quand tu le feras, tu réfléchiras à ce que tu fais. Voilà ce qu'est vraiment l'éducation. Et non pas, on doit toujours obéir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autoritarisme,
qui est quasiment proche de la séduction, du pouvoir. Alors effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué avec un adolescent, et c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui, et je termine là-dessus, que effectivement, les adolescents aujourd'hui, dès la petite enfance, sont élevés comme s'ils étaient des individus. On leur demande ce qu'ils veulent, on leur demande de choisir, on ne cesse de les mettre au centre de la demande. Avec cette illusion qu'on leur transmet, je fais exprès de dire illusion, on leur transmet l'illusion que le rapport à eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie, est plus important que le rapport à l'autre. L'éducation traditionnelle consistait à montrer à l'enfant que le rapport à l'autre est plus important que le rapport à soi. Tu écoutes les adultes, tu te tais, tu baisses les yeux, tu écris correctement, tu ne fais pas de faute d'orthographe, tu te tiens droit, tu ne te lèves pas à table, etc. Tout ça, c'était apprendre à l'autre, à l'enfant, que le rapport à l'autre, ou le rapport à la société, précédait le rapport à soi ou son propre désir. Aujourd'hui, on laisse entendre aux enfants et jusqu'à l'adolescence que le rapport à soi, ce qu'il a envie, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il désire, etc., c'est plus important que le rapport à l'autre. Avec un problème majeur à l'adolescence, c'est comme je vous l'ai dit, comme l'autre est aussi un individu, que son corps est aussi respectable, l'adolescent doit garder la main sur ses pulsions, garder la main sur son désir. Et qu'effectivement, si un enfant, dans l'enfance, n'a jamais appris quelque chose qui est subtil, complexe, n'a jamais appris à tolérer la souffrance d'un désir non satisfait, eh bien, effectivement, arrivé à la puberté, ça devient très difficile pour lui de garder la main sur ses pulsions. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'autorité, il faut la conceptualiser comme ça, et non plus la conceptualiser de manière hétéronomique, comme le chef, Dieu, je ne sais qui lui a dit quelque chose, etc., etc. C'est donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que jadis. Mais la complexité, c'est ce qui stimule notre intelligence. Merci.